bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Fin des travaux du nouveau système d'alimentation en eau potable de Dakar. La mise en service de l'ouvrage va permettre d'accroître les capacités de production de l'usine de traitement de Keur Momar-Sarr et de sécuriser le système selon la SONES. Le ministre de l'eau et de l'assainissement a été hier sur le site. Dans ce journal, nous irons à la découverte de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Inauguré en 1921, le bâtiment presque centenaire croule sous le poids de l'âge. L'État s'engage à le rénover dans le cadre du programme destiné au sanctuaire des diocèses du Sénégal. CAN U17, le Cameroun champion d'Afrique 16 ans après son premier sacre. Les Lionceaux indomptables ont battu la Guinée en finale par tir au but ce dimanche. Retour sur les temps forts dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les travaux d'installation du nouveau système d'alimentation en eau potable de Dakar terminés hier samedi. L'ouvrage permet d'accroître les capacités de production de l'usine de Keur Momar-Sarr. Le ministre de l'eau et de l'assainissement a été en visite hier sur le site Djeina Badia. La SONES, la SDE et l'entreprise SAD ont réussi leur intervention sur le réseau de distribution d'eau. Le nouveau ministre de tutelle qui a regardé les travaux par vidéo s'est rendu à Keur Momar-Sarr pour féliciter les agents et annoncer le retour progressif du liquide précieux dans les localités alimentées par les conduites. J'ai pu mesurer la délicatesse et la difficulté des travaux. Mais ce sont des travaux qu'il fallait faire. On est en avance sur la remise en eau, comme ça a été indiqué. Parce que la remise en eau était espérée, la 4e pompe être lancée peut-être vers 14h ou 15h aujourd'hui. La 4e pompe a été lancée à 3h43 du matin. Ce que le protocole technique indique, c'est que tous les quartiers de Dakar et toutes les zones ne se trouvent pas à la même hauteur. Donc les premiers qui se trouvent dans des zones basses, où la pression est forte, pourront ressentir le retour à une alimentation normale au bout peut-être de 4 heures de temps. Et ce que le protocole montre aussi, c'est que les derniers quartiers qui se trouvent sur les points hauts vont avoir un retour au bout de 72 heures après la mise en service de la 4e pompe. Cette intervention s'inscrit dans le programme de sécurisation des ouvrages névralgiques du système d'alimentation en eau de Dakar. Un plan élaboré pour que la casse de la pièce en Y qui avait privé des Dakarois d'eau pendant 3 semaines ne se reproduise plus. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment historique parce que ce moment clôture une époque. Une époque où pratiquement Keur Momar-Sarr constituait pour les Sénégalais un souci. Chaque fois qu'on parle de Keur Momar-Sarr, il y avait un traumatisme qui s'installait au niveau des Sénégalais. Nous avons eu une vulnérabilité sur la pièce en Y. Dans le cadre de ces solutions structurelles durables dont le président de la République avait parlé, on a maintenant installé une pièce en T, qui est une pièce usuelle en hydraulique. Sur les 7 principales actions qui ont été identifiées, les 6 sont bouclées et la dernière est en cours d'exécution. Tous les travaux sont financés avec le concours de l'Agence française de développement pour une enveloppe de 6,5 milliards de francs CFA. Et puis les jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement ont tenu leur assemblée générale ordinaire à Dakar. Au menu des échanges, le plan d'action des jeunes en prélude au sommet de l'eau prévu en 2021 à Dakar. Dans leur programme également, le renouvellement du bureau de leur association. Ousmane Doye compte rendu. Avec près de 200 membres et près d'1 millier de sympathisants, l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Sénégal se positionne aujourd'hui comme incubateur majeur de compétences, mais aussi et surtout une force de propositions et d'actions concrètes pour l'atteinte des objectifs d'un développement durable. Il faut complètement changer de paradigme. L'enjeu, ce n'est pas seulement donner de l'eau, mais donner une eau de qualité qui doit être disponible, mais aussi à un prix abordable. C'est pourquoi la JPS, dans ses réflexions, parce qu'on a eu à mener ce qu'on appelle une conférence électronique sur les enjeux et défis, mais aussi sur comment on doit mobiliser la ressource. Aujourd'hui, on a une série numérique de stations de traitement qui sont installées à Keur Momar-Sarr, mais presque chaque 5 ans,
la population augmente. Comment aujourd'hui le secteur doit gérer cette démographie tout en assurant en tout cas une continuité du service? Président de cette Assemblée générale, du directeur général de l'ONAS, par ailleurs, président du comité sénégalais de l'Association africaine de l'eau, a été très sensible à l'élan de ces jeunes. L'enseignant Gagny Sakho s'est dit très confiant quant à l'avenir des secteurs de l'eau et de l'assainissement. Son Excellence le président Macky Sall a parlé de fast track, qu'on aille beaucoup plus vite. Mais un préalable important, ce préalable, ça se passe au niveau de notre tête, au niveau de nos mentalités. Et je pense que cette jeunesse qui est là, qui pourra beaucoup aider à insuffler ça. Je pense quand même, indépendamment de cet appel de son Excellence le président Macky Sall, nous devrons nous devrons accélérer ce que nous faisons. Nous sommes dans un pays où la population multiplie par 2 tous les 25 ans. Je pense qu'on ne peut pas continuer à rester sur des certitudes. Il faut qu'on opère à des changements de paradigme importants. J'appelle solennellement les jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement à se joindre à nous pour qu'on puisse travailler sur l'accélération de ce que nous faisons. Il y a surtout un événement très important, 2021. Ce n'est pas le Sénégal, mais c'est l'Afrique tout entière. Il faudrait que nous arrivions à mettre notre pays sur la carte du monde. Et ça également, on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut une implication de toutes les parties. Ça n'est pas simplement une affaire du ministère de l'eau et de l'assainissement, mais c'est une affaire du Sénégal, de l'Afrique. Mais je pense que la jeunesse, par son dynamisme, par sa vigueur, par sa capacité de prendre des initiatives, devra pouvoir nous aider à atteindre cet événement et à le réussir parfaitement. Au terme des travaux de cette Assemblée générale, que de distinctions à l'intention des partenaires en guise de reconnaissance pour appui et promotion des initiatives des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement. Ces personnalités distinguées se verront désormais appelés sages de l'eau. Pour service rendu au secteur de l'eau et de l'assainissement, une belle preuve de dialogue intergénérationnel, gaz d'un avenir meilleur et prometteur des secteurs de l'eau et de l'assainissement. Financement de projet de développement, plus de 5600 tonnes de riz d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA destinés à la vente. C'est en appui du Japon. Les recettes vont servir à financer les 10 projets. C'est chez la délégation à la solidarité nationale qui a réceptionné le riz. Compte rendu Salif Sek. C'est au siège de la délégation à la protection sociale et à la solidarité nationale que s'est déroulée la remise de cet important don de riz. Un acte qui entre dans le cadre du programme de l'aide alimentaire japonaise au titre du KR 2017. Au cours des 10 dernières années, le Japon avait mis à la disposition du Sénégal un montant total d'environ 18 milliards 300 millions de francs CFA pour l'acquisition de riz. Cette fois-ci, le montant de l'aide s'élève à environ 1 milliard 750 millions de francs CFA et a permis au Sénégal de se procurer 5 634 tonnes de riz. Excellence, le gouvernement de notre pays apprécie à leur juste valeur les efforts que vous avez déployés pour l'éligibilité du Sénégal au projet d'aide alimentaire KR et le financement des frais d'approche pour la réception de ce don. Constitué de riz d'origine américaine et japonaise, le don est destiné à la vente. À terme, les recettes seront versées au trésor public pour alimenter le fonds de couverture de l'aide alimentaire. Ce fonds, qui existe depuis une vingtaine d'années, sert à financer des projets de développement présentés par le gouvernement du Sénégal et acceptés par le gouvernement du Japon, conformément à l'accord de don fixant les modalités d'application conclues entre les deux gouvernements. Outre la réalisation des projets de développement, le don devrait renforcer le stock national de sécurité alimentaire. Je note avec satisfaction que la requête de prélèvement d'une quantité de 634 tonnes pour renforcer le stock national de sécurité alimentaire, de par votre sollicitude, a été acceptée par le gouvernement du Japon. Et je vous en remercie vivement et vous fais part de notre infinie reconnaissance. Au cours de cette cérémonie, les deux parties ont magnifié le dynamisme des relations de coopération qui existent entre les deux pays et l'acte d'aujourd'hui va sans doute le renforcer davantage.
Lutte contre la fraude, la douane renforce ses moyens logistiques grâce à un appui de la compagnie sucrière sénégalaise. La CSS a mis à la disposition des éléments des douanes 4 véhicules d'un montant de 60 millions de francs CFA. Moussa Mané nous déroule ici la cérémonie de réception. Cette remise symbolique de clés de 4 véhicules vient renforcer davantage les relations de partenariat qui lient les douanes à la compagnie sucrière sénégalaise. Un partenariat gagnant-gagnant vieux de 50 ans. La CSS porte la douane comme l'un de ses partenaires privilégiés. Et ça doit être l'attitude de tous les agents économiques du pays. La douane est le soldat de l'économie. Nous protège nos intérêts. Nous avons intérêt, à partir de ce moment, à faire de sorte qu'ils puissent faire en tout lieu, en tout moment, ces missions, qui sont des missions de lutte contre la fraude, de lutte contre la contrebande, la contrefaçon, en tout cas tous les actes illicites qui sont de nature à pénaliser l'économie. Depuis quelques années, les douanes ont mis en œuvre plusieurs stratégies et engagé des actions vigoureuses sanctionnées par des résultats. Pour la seule année 2018, 665 tonnes de sucre frauduleux saisies, soit plus de 293 tonnes qu'en 2017. Entre début 2019 et fin mars, les unités ont saisi 183 tonnes de sucre frauduleux. Des véhicules qui vont servir dans la surveillance, c'est-à-dire dans la lutte contre la fraude la plus abjecte, celle qui passe à travers les frontières sans go férir, disons la contrebande. Nous avons les unités de première ligne qui en ont besoin et que nous tous nous étirerons le profit nécessaire pour effectivement d'abord sauver l'existant, mais également la développer cette industrie par la création des emplois, comme le souhaite bien le président de la République pour ces 5 ans à venir. Par ailleurs, le directeur général des douanes a affirmé que le comité de lutte contre la fraude sera redynamisé. L'objectif, c'est de créer un cadre permanent d'échange entre les douanes et ses différents partenaires. L'incivisme limite la croissance, c'est le professeur Moustapha Kassé qui parle ainsi, justifiant du coup la pertinence de l'opération de désencombrement initiée par le gouvernement. Selon le doyen honoraire de la FASEG, l'impact de cette opération est réel sur la croissance. Professeur Moustapha Kassé était l'invité de l'émission Point de vue. Plus nous développons l'incivisme, plus précisément nous limitons la croissance. Je prends le tourisme. Le tourisme est un secteur qui peut rapporter beaucoup, mais qui est sensible à toutes les questions de l'environnement. Regardez, on fait de très belles avenues, de très belles routes, une infrastructure routière formidable. Mais le lendemain, vous trouverez effectivement un encombrement tel que de toute manière la route n'est même plus utilisable. Si la route qui a été mise ici parce que ça augmente la productivité, n'est-ce pas, et ça diminue les dépenses, à partir du moment où vous encombrez les routes, de toute manière, toutes les raisons qui vous avaient amené à faire cette route-là mais tombent à l'eau, parce que de toute manière, ça ne peut plus accomplir. Donc l'impact économique est forcément réel, quoi. Elle est très forte. Oui. Prévention des risques d'accidents professionnels. La Caisse de sécurité sociale sensibilise les acteurs de l'agroalimentaire. La délégation était à Kaolack pour échanger avec les opérateurs sur l'importance de la fonction sécurité au travail. Les précisions de Claire Diop. Une matinée de la prévention sur le thème « La fonction sécurité au travail, rôle et importance dans une entreprise agroalimentaire » organisée à Kaolack. La thématique préoccupe au plus haut point. L'approche rentre dans le cadre de la promotion de la sécurité au travail. Au Sénégal, des performances ont été enregistrées. Sur les 10 dernières années, la fréquence des accidents du travail est passée de 3000 cas à 1400 cas par an. À plusieurs niveaux, cette question se pose. Aujourd'hui, la problématique, c'est de voir comment mettre en place des actions durables. La prévention des risques professionnels suppose une identification de tous ces facteurs de risque sur lesquels on doit anticiper. On doit anticiper, mais aussi anticiper sur l'évolution du travail pour que
chaque fois que des changements s'opèrent, que la prévention puisse accompagner le système. C'est ce qui explique un peu l'orientation de la thématique de cette année. Mettre en place les bases d'une prévention durable en milieu de travail. L'exécutif régional de saluer cette démarche. La sécurité en milieu du travail, un défi à relever, une exigence pour un développement durable. La sécurité en milieu du travail est fondamentale. Parce que quand on parle de travail, on parle de production. Quand on parle de production, on est sur le plan du développement économique. Donc les pouvoirs publics comptent sur le fonctionnement correct des entreprises pour quand même faire vivre l'économie. Et dans ces entreprises, il y a un élément essentiel qui est le travailleur. Plus il est dans des conditions dignes, mieux la production sera. Ce qui veut dire que donc c'est une question qui interpelle tout le monde. Le comité compte faire le tour de toutes les régions du Sénégal pour échanger et sensibiliser avec les acteurs de la filière agroalimentaire. Le secteur aujourd'hui fait beaucoup d'accidents du travail. Des orientations stratégiques vont être données. Objectif permettre l'épanouissement du travailleur, le développement de l'entreprise, mais aussi la protection de l'environnement. À une dizaine de jours du Ramadan, l'Arabie Saoudite offre 15 tonnes de dattes au complexe Darou Iman de Sicap Mbao. Plus de 100 entités et familles vont bénéficier du produit. Nous dit Fatou Diouf. Cette signature matérialise l'octroi d'un don de 100 tonnes de dattes de l'Arabie Saoudite au Sénégal. Un geste de bienfaisance devenu une tradition. Ce geste, bien que symbolique, témoigne à bien des égards de l'excellence des relations d'amitié et de partage qu'il y a nos deux peuples frères unis par les valeurs de la solidarité islamique. C'est pourquoi le gouvernement saoudien, soucieux de sa mission d'être au service permanent des lieux saints de l'islam, ne ménagera aucun effort pour être toujours présent aux côtés de la nation sénégalaise. La délégation générale à la solidarité nationale a magnifié cette action de haute portée sociale. Les dattes vont être distribuées aux populations nécessiteuses et aux différents foyers religieux du pays. L'excellence des relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal, en particulier dans le domaine de l'assistance au développement, est très ancienne. Et les actes que vous ne cessez de poser, personnellement dans le cadre de votre mission dans notre pays, du reste fortement apprécié par notre gouvernement. La cargaison des 100 tonnes de dattes va être bientôt livrée à la délégation générale, une marque de solidarité islamique du Royaume saoudien qu'il compte pérenniser. Le Royaume d'Arabie Saoudite donc, qui offre 100 tonnes de dattes au complexe Darou Iman de Sicap Mbao. Nous restons dans l'univers de l'éducation religieuse avec ces cadeaux offerts aux élèves des écoles coraniques de Darou Mourti, une action de l'association d'aide culturelle à l'enfance pour encourager ces élèves à persévérer. Le récit de Lamine Touré. 4 fois en 4 ans, elle réitère le même élan de solidarité aux élèves et enseignants des écoles coraniques de Darou Mourti. Mariama Diouf Sall, à la tête de l'association d'aide culturelle à l'enfance, comble ses bénéficiaires de bonheur. Et c'est dans un contexte particulier que la donation a été organisée en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, le guide spirituel du mouridisme. Aujourd'hui, nous sommes à Darou Mourti pour célébrer le Grand Magal de Darou Mourti qui commémore les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et son frère Mame Thierno Birahim en retour d'exil. L'association culturelle d'aide à l'enfance a tenu à associer à cette fête les écoles coraniques. Donc qui dit école coranique dit donc l'enseignement du Coran. Il s'agit donc l'esprit de cette manifestation, c'était donc d'offrir aux Dara et aux Serigne Dara des cadeaux pour leur encourager dans leur travail
Plusieurs personnalités religieuses ont pris part à cette cérémonie. Elle se tient pour la 4e fois avec comme parrain pour cette édition Serigne Modou Kara. Les guides religieux présents à la rencontre ont salué cet élan de solidarité devenu une tradition ici à Darou Mourti. Mariama Diouf Sall a été vivement remerciée pour ses actions de portée humanitaire en zone rurale. Dans le cadre du programme de réhabilitation des sanctuaires des diocèses du Sénégal par l'État, le sanctuaire de Temento est bénéficiaire avec 250 millions de francs CFA. Il va être doté d'infrastructures modernes pour accueillir les fidèles pèlerins. L'équipe du bureau d'architecture de la présidence de la République y a effectué une visite pour faire l'état des lieux. Abdoulaziz Ban. Situé dans le département de Goudomp, le sanctuaire de Temento fait partie du diocèse de Kolda. Ici, grâce au programme du chef de l'État pour les sites religieux, des infrastructures modernes y seront construites pour mettre les pèlerins dans d'excellentes conditions. Nous sommes ici au site du sanctuaire interdiocésain de Temento, dans le village de Temento. Donc, sanctuaire interdiocésain, pèlerinage interdiocésain, qui regroupe les diocèses de Ziguinchor et de Kolda. Et de plus en plus aussi, ce lieu accueille d'autres pèlerins en provenance de la Gambie, et de la Guinée-Bissau et d'autres parties du Sénégal. Le sanctuaire, comme il l'a si bien dit, fait partie quand même des 7 diocèses du Sénégal, donc sur lesquels il y avait des travaux d'aménagement et de réhabilitation et d'extension qui étaient prévus dans un programme bien spécifique. Chaque diocèse en fait est doté d'une enveloppe de 250 millions, déjà pour un programme prioritaire. Donc on peut citer sur ces programmes prioritaires, notamment pour le sanctuaire de Cemento. Donc il y a la terminaison de l'église qui était en phase de construction, dont le gros œuvre, vous venez de le voir, a été exécuté presque à 100%, y compris la couverture. Donc il reste à finir les travaux de second œuvre, le carrelage, les faux plafonds, tout ce qui est installation électrique et de ventilation et de sonorisation. Donc derrière cela, donc, le diocèse a souhaité aussi construire un château d'eau de 60 mètres cubes pour quand même pouvoir alimenter en eau suffisamment les pèlerins qui vont venir faire des pèlerinages ici, donc avec un forage et une station de pompage. Au-delà de ces infrastructures, il s'agit de mettre en place une digue de protection pour lutter contre l'avancée de la langue salée qui menace le sanctuaire. Au niveau de la berge du fleuve, qu'il y a eu un mouvement de tête de l'érosion, un phénomène d'érosion qui s'accentue d'année en année. Et ils ont voulu quand même trouver une solution au moins pour arrêter quand même le phénomène des eaux de ruissellement qui viennent emporter les terres jusqu'à quand même faire avancer la plage de manière considérable. La construction d'un abri donc pour les pèlerins, donc ici sur le site, parce que c'est un lieu de pèlerinage quand même qui accueille, je crois que plus de 17 000 fidèles. Donc, comme il dit, c'est quand même un sanctuaire interdiocésain qui a son importance. Aujourd'hui, il faut construire un abri pour que les pèlerins, quand ils viennent, qu'ils trouvent un confort. L'accueil de ce projet est vraiment une bénédiction pour nous. Et nous en rendons grâce au Seigneur. Et en même temps, remercions le chef de l'État qui en a eu l'initiative. Et voilà, son équipe technique est là aujourd'hui pour la visite des lieux, la visite technique. Et donc, action de grâce, remerciements et prières pour que ce projet puisse aller toujours de l'avant. Cette visite met un terme à la tournée du bureau d'architecture de la présidence de la République en Casamance. Au sanctuaire de Lenkin, comme à Temento, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix et pour le chef de l'État pour qu'il puisse réaliser tous ces projets. Nous restons dans l'univers des églises, toujours dans la zone sud, avec ce focus sur la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, un lieu de culte presque centenaire inauguré en 1921. Le bâtiment croule aujourd'hui sous le poids de l'âge. L'État du Sénégal a décidé de le rénover au grand bonheur de la communauté chrétienne. Découverte signée Abdoulaziz Ban. En plein centre-ville de Ziguinchor se dresse la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Cet édifice de la paroisse Saint-Antoine de Padoue renferme toute une histoire. La paroisse Saint-Antoine de Padoue est une paroisse qui est fondée en 1888. Elle est là depuis 1888. Et au temps de la colonisation, il y avait les Portugais qui étaient là. Elle dépendait du diocèse de Santiago des îles du Cap-Vert. Ce sont les prêtres des îles du Cap-Vert qui venaient ici en mission.
Et jusqu'au moment où le Portugal a cédé Ziguinchor aux Français. 2 ans après, en 1888, la paroisse a été fondée au même moment, au même jour que les Français ont pris possession de Ziguinchor le 22 avril 1888. Il y a eu la première messe sous une bâche et avec Monseigneur Picarda. Et c'est devenu paroisse du vicariat apostolique de la Sénégambie. Et depuis lors, cette paroisse est là, elle a maintenant 131 ans. Entre la fondation de la paroisse Saint-Antoine de Padoue et l'inauguration de la cathédrale, il y a eu 33 ans. C'est pourquoi 2 dates marquent l'histoire de cette cathédrale. La fondation de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, elle date du 22 avril 1888. Mais l'église où nous sommes, présentement, l'église cathédrale aujourd'hui Saint-Antoine de Padoue, elle est construite en 1921. Elle est construite en 1921, elle a été inaugurée le 13 février 1921. C'est le père Jean-Marie Esvan qui est venu à Ziguinchor en 1900, qui a eu le projet, c'est le maître d'œuvre de cette cathédrale Saint-Antoine de Padoue, qui a eu le projet de construire la toute première grande église de Ziguinchor. À l'époque, il y avait des chapelles. Il y avait des chapelles, il n'y avait pas une grande église, il y avait des chapelles jusqu'en 1900. Jean-Marie Esvan est venu à Ziguinchor comme missionnaire et il a eu le projet de construire parce que la ville de Ziguinchor s'agrandissait. La ville de Ziguinchor s'agrandissait, il a demandé à ce qu'on construise désormais une grande église. C'est celle-là dont nous parlons aujourd'hui. Elle date de 1921, elle a 98 ans. La cathédrale Saint-Antoine de Padoue a une capacité de plus de 3000 places. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle est classée patrimoine historique. La cathédrale porte le nom de Saint-Antoine de Padoue, un missionnaire portugais. Qui a été dans les ordres des franciscains, mais qui a œuvré à Padoue, la ville de Padoue, au nord de l'Italie, et qui est mort à Padoue, la ville de Padoue, mais il a travaillé là-bas pour les déshérités, les enfants, les familles déshéritées. La particularité de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, c'est que c'est un monument historique classé national. En même temps que la gouvernance, en même temps que le conseil départemental, en même temps que le cimetière de Santhiaba, en même temps que la grande mosquée de Santhiaba. Elle est monument historique national et le saint patron se trouve être évidemment avec les missionnaires à l'époque. Et Ziguinchor était en majorité chrétienne et le reste des habitants étaient de la religion traditionnelle. Alors en ce moment-là, avec les missionnaires, évidemment, ils ont donné le saint patron de cette église comme saint patron de la ville de Ziguinchor. C'est ce qui fait la particularité de Saint-Antoine de Padoue. C'est aussi le saint patron de la ville de Ziguinchor. Il y a sa statue, Saint-Antoine de Padoue. Vous avez la croix centrale, vous avez ici la Vierge Marie, la Vierge de Lourdes, vous avez le Saint-Sacrement, là où il y a la réserve sainte, la Sainte Eucharistie. Mais ce qui fait la particularité, c'est que c'est la plus grande église, c'est la première grande église du diocèse. Alors, nous sommes très heureux que ce soit vraiment, que l'État ait classé cela comme monument historique pour qu'elle soit restaurée et reste pour toujours pour la postérité, pour l'histoire de Ziguinchor et l'histoire de l'église de Ziguinchor et l'histoire de la Casamance. La capacité d'accueil est de 350 places, mais elle s'avère maintenant très petite pour le diocèse parce qu'une église cathédrale, c'est la cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Quand il a toutes ces grandes cérémonies, c'est là où il les fait. Et maintenant, elle s'avère très petite pour les grandes cérémonies du diocèse. Dans cette cathédrale, on retrouve 2 tombeaux. Il s'agit de ceux d'anciens évêques. Comme dans toutes les cathédrales, quand l'évêque du diocèse meurt, en exercice pendant qu'il est évêque, on l'enterre dans sa cathédrale. C'est la cathédrale de l'évêque, c'est son église. C'est son autre Augustin est mort ici, il était à la retraite, mais il est resté dans le diocèse et il a été enterré là. C'est le premier évêque qui est enterré dans cette église. Ensuite, son successeur, Monseigneur Mexancoli, lui, il est mort en exercice en 2010. Alors, il est enterré là. Il y a 2 évêques enterrés ici. Aujourd'hui, la cathédrale croule sous le poids de l'âge. Une partie du toit s'est même effondrée. Le chef de l'État a pris la décision de réhabiliter et de rénover la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Une décision très bien appréciée. C'est un sentiment de fierté et de joie
que Son Excellence Macky Sall, le président de la République, nous ait donné un cadeau de Pâques. Le président a accepté de nous prendre en charge toute la rénovation, la réhabilitation de l'église. Ce n'est pas la charpente seulement, c'est la réhabilitation, la restauration de l'église. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce monument doit rester pour la postérité, pour l'histoire de la ville et l'histoire de la Casamance. Nous lui disons un grand merci. Merci au président et merci à son équipe. Et merci à tous ceux qui ont œuvré pour que notre appel puisse être entendu et que nous puissions bénéficier de cette aide. Les travaux de rénovation de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, vieille de 98 ans, vont bientôt démarrer sous la supervision du bureau d'architecture de la présidence de la République. Religion toujours à une dizaine de jours du Ramadan, nous reparlons de ce don du Royaume d'Arabie Saoudite qui offre 15 tonnes de dattes au complexe Darou Iman de Sicap Mbao. Plus de 100 familles et entités vont bénéficier de ce produit, nous dit Fatou Diouf. Un geste devenu une tradition à l'approche de chaque mois béni du Ramadan. 15 tonnes de dattes destinées à la communauté musulmane, un soutien apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. C'est la 16e fois que nous recevons ce don de l'Arabie Saoudite. Chaque année, ils amènent des tonnes de dattes pour les Sénégalais. Toutes les couches de la population sont présentes. Nous nous réjouissons de cet acte. La date, un fruit très prisé pendant le mois du jeûne au Sénégal, cette action humanitaire renforce davantage les liens séculaires et fraternels entre les Sénégalais et le royaume saoudien. Aussi la fraternité qu'il y a entre le peuple sénégalais et le royaume d'Arabie Saoudite. C'est une occasion qui nous intéresse tous à chaque moment que ça arrive. Et nous sommes très réjouis de votre participation, vous tous. C'est à peu près 2800 cartons. Les responsables du complexe Darul Iman rassurent, la répartition se fera dans les règles de l'art. 2800 cartons seront distribués aux populations les plus démunies de cette localité. Des exemplaires du Coran ont aussi été offerts aux autorités présentes à la cérémonie. Obésité, cholestérol, diabète, hypertension, des problèmes de santé liés en grande partie à notre mode de vie. Professeur Abdoulaye Leye, diabétologue, endocrinologue, aborde la réflexion dans son nouvel ouvrage. Il a été présenté à marge des journées de l'internat de la faculté de médecine de la partie. L'ouvrage du professeur Abdoulaye Leye est une référence pour tous qui veulent améliorer de manière continue leurs connaissances sur la nutrition, le métabolisme et l'endocrinologie. Présenté sous 2 tomes, il donne dans un style simple et accessible des informations précises aux lecteurs. C'est donc aussi une ressource qui contient les éléments que le médecin 5 étoiles qu'on veut former doit pouvoir dispenser ou délivrer aux patients, mais aussi qui est accessible à tout patient qui veut s'informer au jour le jour pour pouvoir adapter son alimentation saine pour préserver sa santé. Ce livre est présenté en marge des journées de l'internat. Occasion pour professeur Leye de traiter d'un thème d'actualité, syndrome, métabolisme, sous-développement et mode de vie au banc des accusés. Il faut qu'avant que ne s'installent les stigmates de ce syndrome métabolique, que ce soit l'obésité, l'hypertension, l'HTA, l'hypertension, l'hypertriglycémie, le diabète, qu'on puisse éviter par des mesures de vie saine, d'activité physique régulière, préserver la santé. Si on veut être dans une approche préventive, holistique, il faut agir avant même la naissance des individus. Il ne faut pas avoir une intervention individuelle, il faut avoir une intervention globale. Parce qu'on voit que le potentiel génétique que présente l'individu qui pourrait le prédisposer à ce syndrome métabolique est modifié par ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tous les phénomènes environnementaux qui peuvent être autour de la conception ou au cours même de la grossesse, voire toute la vie de l'individu. Aujourd'hui, il urge d'adopter des modes de vie plus sains car les maladies liées à l'hypertension, au diabète et à l'obésité pèsent beaucoup sur le budget de la santé publique.
En sport, Ligue 1, 23e journée, Génération Foot sacré champion du Sénégal avant la fin de la saison. Les pensionnaires de Denis Biramdao se sont imposés 2-0 à domicile face à Mour Petite Côte. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Football toujours au Cannes U17, le Cameroun sacré champion, les Lionceaux indomptables, vainqueurs devant le Sili national de Guinée, cadet par tir au but. Le Cameroun retrouve le trophée 16 ans après son premier sacre. Retour sur les temps forts avec Fatoumata Sabané. Le Cameroun s'adjuge le trophée de cette 13e édition de la CAN U17. Et c'est sous une fine pluie que les jeunes champions ont brandi la coupe, la deuxième de leur histoire après celle de 2003. Les Lionceaux indomptables au sommet de l'Afrique. C'est encore la séance fatidique des tirs au but qui départage les deux formations. Après 94 minutes de jeu, pas de but entre les deux équipes de part et d'autre, le jeu était équilibré. Même si les Guinéens ont légèrement eu le dessus dans la possession du ballon, au finish, le score sera nul et vierge. Il fallait cette dure épreuve des tirs au but pour désigner un champion. Il a failli louper. La technique, hein? Après un 3-3, Mohamed Youssouf Sako échoue face à Ekwa qui, des points, renvoie le ballon. Le tireur malheureux peut s'en vouloir puisque du côté du Camerounais, Ngatchou gagne son duel face à Sekou Kamara. Le Cameroun est champion. Face à la joie des Lionceaux indomptables, la déception des jeunes Guinéens. Le tournoi qu'ils ont fait... En plus du trophée, le Cameroun s'illustre dans les distinctions individuelles. Steve Régis est le meilleur joueur du tournoi et Daouda Amadou, le jeune milieu de terrain des Lionceaux indomptables, est élu homme du match. Activités sportives et culturelles de la cathédrale de Dakar, une randonnée pédestre a été inscrite au programme hier matin. Occasion de sensibiliser sur la question de l'insalubrité dans les villes du pays. Youssouf Kaba. Une foule immense composée essentiellement de jeunes habillés en t-shirt blanc, floqués du slogan de la randonnée. L'objectif est de sensibiliser les populations sur la question de la salubrité dans nos villes. La question de la salubrité, la question de la propreté, la question de la préservation de l'environnement, eh bien c'est un enjeu, en tout cas, non seulement de public, mais c'est un enjeu qui est fort au niveau de l'Église. Nous avons un pape qui a écrit Laudato Si sur Loué sois-tu Seigneur. Ça veut dire que c'est à nous de conserver, de préserver, de développer ce que Dieu nous a donné. Après un circuit de plusieurs kilomètres dans la ville de Dakar, le parcours a pris fin à la cathédrale. Les organisateurs se sont félicités de la réussite de cette activité sportive. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS1.